Alors, on continue la situation C, petit c. Essayez de faire la représentation graphique à chaque fois. Donc moi, je passe parce qu'on a déjà fait pour gagner du temps. Parce qu'on est encore au premier exercice. Alors, le prix du bien Y, ok, il a baissé de 50%. Sachant que le revenu, il est toujours égal à sa valeur initiale, 30. Donc toujours on revient à la situation initiale, on ne revient pas à la question précédente, à moins qu'on le demande. Et Px, bien sûr, il va toujours égal à 2 dirhams. Donc ça c'est 30 et ça c'est 2. Très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah bien sûr, logiquement, intuitivement, de faire le calcul. Si le prix du bien Y baisse, il va devenir moins cher. On va augmenter notre consommation du bien Y. Mais notre consommation du bien X va rester là, la même. D'accord? Alors la nouvelle contrainte budgétaire, donc c'est égal, 30 est égal à 2x, hein, ça ne change pas. Mais le prix du bien Y, il baisse de 50%. J'enlève la moitié de PY. Alors PY est égal à 5 dirhams. La moitié, c'est 2,5 dirhams. Donc, je vais enlever 2,5 dirhams. Qu'est-ce qui va me rester? 2,5 dirhams, tout simplement. OK? Donc, ça fait 2,5 Y. Au lieu de 5 dirhams, je vais mettre 2,5 dirhams. Et là, j'obtiens la nouvelle contrainte budgétaire. Alors, l'équation donc de la nouvelle droite budgétaire sera égale à quoi? Eh bien, donc, toujours 2,5Y est égal à 30 moins 2X. Ça veut dire que Y sera égal à moins 2 sur 2,5X plus 30, n'est-ce pas, sur 2,5. OK? Très bien. Alors, je continue sur une autre feuille. Donc, tout ça, ça nous donne combien? Alors, Y, on a, combien on a trouvé? Moins 2 sur 2,5. D'accord? Donc, ça fait moins, enfin, 2 sur 5 sur 2, ça fait 4 sur 5. OK? Donc, moins 4 sur 5x, ou moins 0,8, plus 30 sur 2,5, ça fait 30 sur 5 sur 2, ça fait 60 sur 5, ça fait 12. Et donc, j'obtiens ma nouvelle équation. Et donc là, vous voyez que la pente, bien sûr, il a changé. Y max aussi, il a changé. C'est normal. Donc, on consomme plus. On avait 6 au départ, maintenant 12. C'est normal, puisque le prix du bien Y, il a baissé de 50%. Dans ce cas-là, lorsque le prix du bien X baisse, par exemple, R, elle est inchangée. Px aussi inchangé, la droite budgétaire va effectuer, pareil, une rotation, cette fois-ci, donc sur elle-même, n'est-ce pas, vers quoi? Puisqu'on augmente notre consommation du bien Y, donc on se déplace vers le haut, c'est-à-dire augmentation de Y. La quantité de X inchange. Très bien. Voilà la dernière situation. Donc, le revenu et les prix des biens sont triplés simultanément. D'accord? Donc, R, Px et Py triplés. Alors, ça veut dire quoi triplé? Ça veut dire que R, il va devenir 3R, Px, 3Px et Py, il va devenir 3Py. Donc, les nouveaux revenus. Alors, on a déjà vu aussi cette situation. Donc, lorsque le revenu et les prix des deux biens changent simultanément, c'est-à-dire en même temps, ils sont triplés en même temps, et dans la même proportion, c'est-à-dire qu'ils sont multipliés par le même paramètre, 3, 3, 3, où il augmente avec le même pourcentage, où il baisse aussi avec le même pourcentage. Dans ce cas-là, la contrainte budgétaire ne va pas changer, elle va rester identique. Et effectivement, donc ça c'est R', pas la dérivée, mais la nouvelle valeur de R, par exemple. Donc, ici, P'X, et là, P'Y. Donc, si je cherche la nouvelle contrainte budgétaire, je vais écrire R' est égal à X, P'X, plus Y, P'Y. Je travaille avec les nouvelles valeurs des prix et du revenu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je remplace R' par sa valeur, 3R, X, 3Px, plus Y, 3 Py, n'est-ce pas? Et après, je peux simplifier, vous voyez, je mets 3 en facteur ici, ça fait 3, ok, x px plus y py.
Y. Je simplifie, donc qu'est-ce que ça me donne? R est égal à XPX plus YP, Y. Autrement dit, hein, donc j'obtiens la contrainte budgétaire I initiale. D'accord? Donc, la contrainte budgétaire nouvelle est égale à la contrainte budgétaire initiale. Donc, quand on triple R, PX et PY, la contrainte budgétaire reste inchangée. D'accord? Reste inchangée. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de déplacement de la droite budgétaire? Bien sûr, la droite budgétaire ne va pas bouger. Et donc, la nouvelle droite budgétaire sera identique à la droite budgétaire initiale. Ils vont être toutes les deux l'une sur l'autre, hein, donc confondues, identiques. Voilà. Très bien. Donc là, c'est ce qu'on a traduit par l'absence d'illusion monétaire, ce qui traduit l'absence d'illusion monétaire chez le consommateur. Illusion monétaire chez le consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur, même si tu lui dis, hein, donc demain, ton revenu, il va être multiplié par 3, il ne va pas changer sa consommation. Ça peut paraître bizarre. On dit, oui, mais ton revenu, il a été multiplié par 3. Par exemple, tu gagnes 1000 dirhams ou 5000 dirhams par mois. Eh bien, la semaine prochaine, tu vas gagner 15 000 dirhams. Donc, il va dire, ouais, bon, ça change rien pour moi. Pourquoi? Pourquoi ça change rien pour lui, le consommateur? Parce que les prix, en même temps, ils ont triplé. Donc, si le prix ou les prix des deux biens ont été multipliés par 3, en même temps que le revenu, bah, ça va pas changer son pouvoir d'achat, parce que lui, il raisonne en termes de pouvoir d'achat. Il raisonne pas uniquement en termes de revenus, hein, donc il va percevoir. Il regarde combien il peut acheter avec ce revenu-là. Il regarde pas juste le montant d'argent. Il regarde combien il peut acheter, quelle quantité il peut acheter avec ce montant d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas ou il ne va pas tomber dans le piège d'illusion monétaire, c'est-à-dire l'illusion que son revenu a augmenté. Donc là, il va comparer avec les prix. S'il trouve que les prix ils ont aussi été triplés, bah là, son pouvoir d'achat va rester le même. Et donc, les quantités qu'il va acheter, ils vont rester aussi les mêmes. Ils ne vont pas changer. Donc, chez le consommateur qui raisonne, donc lui, il réfléchit, il raisonne en termes de pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est R sur P. Vous voyez? Ce qu'on appelle le revenu réel. Et ça, c'est le revenu monétaire. Donc, le revenu monétaire, c'est R. Le revenu réel, c'est R sur P. Hein? Donc, je tiens compte de l'inflation, je tiens compte des prix. Et donc, si R il est multiplié par 3, mais le prix il est fixe, à ce moment-là, oui, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Il peut acheter plus. Mais si le prix il est multiplié aussi par 3, bah, tu simplifies, donc ton pouvoir d'achat il restera inchangé. Donc, il n'y a rien qui va vous permettre d'acheter plus. D'accord? Très bien. Voilà, donc on aura terminé avec cet exercice, le premier exercice. Alors, deuxième exercice, toujours dans la contrainte budgétaire. Alors, je vous ramène l'énoncé. Très bien. Alors, supposons qu'un consommateur doit répartir son budget d'habillement. Donc, toujours lecture active, habillement, budget d'habillement entre des chemises, ok, et des pantalons. Supposons que deux chemises, donc c'est le bien X, hein, donc vous soulignez chemise, c'est le bien X, c'est très important parce que sinon, bah, si vous inversez le bien X, vous mettez à la place du bien Y, ça va inverser le résultat forcément. Donc, supposons que deux chemises, soulignez, hein, donc deux coûtent 200 dirhams et 4 pantalons, pareil, coûtent 800 dirhams. Sachant que la combinaison 3 chemises et 2 pantalons est accessible pour le consommateur, déterminer la contrainte budgétaire du consommateur, l'équation de la droite budgétaire. Je ne vais pas relire les autres questions pour ne pas perdre du temps, mais le jour de l'examen, il faut que vous lisiez jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la 4e équation. Très bien. Moi, je vais m'arrêter juste là. Alors, donc, déterminer la contrainte budgétaire. Première question. Contrainte budgétaire et équation de la
droite budgétaire. Voilà notre objectif. Très bien. Alors, je sais que pour la contrainte budgétaire, c'est l'égalité entre le revenu et la dépense, ce qui implique que R est égal à XPX. Je remplace D par XPX plus YPY. Donc, j'ai besoin de R, j'ai besoin de PX et j'ai besoin de PY. Toujours, hein, vous faites ce travail-là. Et comme ça, vous savez qu'est-ce qu'on a comme information, comme données, qu'est-ce qui vous manque pour compléter la construction de votre réponse. Très bien. Alors, le bien X, il est très important de le préciser, on a dit ce sont les chemises. C'est déjà souligné. Et le bien Y, c'est les pantalons. Ok? Alors, ça peut paraître banal pour certains, mais ça permet d'éviter certaines erreurs le jour de l'examen, de concentration notamment, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, je vais relire un petit peu les données. Vous avez 2 unités donc de chemise, donc 2 chemises, n'est-ce pas, qui coûtent 200 dirhams. Ok? Donc, certains, ils t'écrivent le jour de l'examen, PX est égal à 200. Ben non, c'est faux. Pourquoi? Parce que PX, c'est le prix d'une unité, c'est-à-dire une chemise. Alors qu'ici, j'ai 2 chemises. 200, ça correspond à 2 chemises. Donc, je dois trouver à quoi est égal le prix d'une seule chemise. Donc, la règle de 3, ok? Donc, une chemise, c'est-à-dire une unité, il va me coûter 200, bien sûr, divisé par 2. Ça fait 100. Donc, Px n'est pas égal à 200, il est égal à 100. Attention à ça, c'est une erreur qui est souvent commise régulièrement. Je ne comprends pas, pourtant je l'explique dans les cours magistrales, je le répète dans les TD, etc. Et malgré ça, il y a des gens qui, voilà, donc, qui trouvent toujours le moyen de commettre ce genre d'erreur. Donc, ça c'est fatal et j'accepte pas ce genre d'erreur parce que j'insiste là-dessus. Et ce n'est pas un piège non plus, donc il faut faire juste attention. Et si tu te trompes au niveau de PX, eh bien tout le reste, ça va être faux. Donc tout l'exercice, là, tu vas le rater. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Alors ensuite, on vous dit que 4 pantalons, n'est-ce pas? 4 pantalons, 4 unités du bien Y, et ils coûtent combien? 800 dirhams. Ben pareil, hein, donc PY, ce n'est pas 800 dirhams. Parce que 800, ça concerne 4 unités du bien Y, c'est-à-dire 4 pantalons. Donc moi, je dois déterminer combien coûte un pantalon. Eh bien, je prends le coût donc des 4 unités, d'accord, et je le divise par le nombre d'unités tout simplement. Et donc, ça me donne 200. Donc, PY est égal à 200 et non pas 800. C'est clair? Enfin, j'espère. On continue. Il me manque R, le revenu du consommateur. Alors, R. Alors, certains aussi, le jour de l'examen, ils vont me dire, oui, monsieur, il y a quelque chose qui manque. Vous ne nous avez pas donné le montant du revenu du consommateur. Oui, bien sûr, je ne l'ai pas donné directement, mais je l'ai donné indirectement. Et donc, c'est pour ça qu'il est très utile de lire toutes les données et toutes les lignes de chaque question, de chaque exercice. Qu'est-ce qu'on vous dit après ça? Après, voilà, donc sachant que la combinaison 3 chemises et 2 pantalons, elle est accessible. J'ai pas écrit ça juste pour m'amuser, hein, donc c'est pour vous donner une information qui va vous permettre de trouver R. Pourquoi? Parce que je sais que si on ne vous donne pas R dans l'examen, comment je peux l'avoir? Je sais que R est égal à D, toujours. Donc ça veut dire quoi? Si on ne me donne pas la valeur de R, je vais chercher la valeur de D. Et pour avoir la valeur D, je dois chercher D d'une combinaison, c'est-à-dire combien je dépense pour une combinaison de consommation. Et la combinaison de consommation, on me la donne ici, hein, donc vous voyez. Donc c'est quoi? La combinaison, elle est là, vous voyez. La combinaison 3 chemises, c'est-à-dire X est égal à 3. Et pantalon, 2 pantalons, donc Y est égal à 2. Donc j'ai ma combinaison. Donc je vais calculer la combinaison ou le niveau de dépense de 3, 2. Ok, c'est-à-dire 3 chemises, 2 pantalons. Voilà.
À quoi est égal le niveau de dépense. Une fois que j'ai ça, je peux en déduire le niveau de revenu facilement. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, donc, D de 3,2, c'est simple. Hein, donc, je vais prendre le prix du bien X, c'est-à-dire de chemise. On a trouvé combien? Donc, c'est 100. Je le multiplie par le nombre de chemises, ça fait 3. Plus le prix du pantalon, c'est 200. Fois le nombre de pantalons, c'est-à-dire 2. Et le tour est joué. Ça fait 300. Plus 400, bien sûr, donc ça nous fait 700. Donc la combinaison 3 chemises, c'est ça l'interprétation, hein, donc la combinaison 3 chemises et 2 pantalons, elle est accessible, hein, donc c'est très important, parce que si ce n'est pas accessible, je ne peux pas écrire R est égal à D. Donc 3 avec, avec un... enfin, pour acheter cette combinaison, je dois dépenser 700 dirhams. 300 pour les chemises, hein, 3 fois 100, et 400 pour les pantalons. Donc, R est égal à 700 aussi. Voilà. D'accord? Très bien. Alors, déterminer donc la contrainte budgétaire. Donc, la contrainte budgétaire est s'écrit. Donc, on a dit R est égal à D, XPX, etc. Ce qui implique 700. D, c'est XPX, donc PX, on a dit c'est 100 pour les chemises, fois X, le nombre de chemises, plus 200, Y bien sûr. Voilà ma contrainte budgétaire. R, PX, X, PY fois Y. Alors, l'équation de la droite budgétaire, donc je crée la formule générale et je remplace. Donc, s'écrit toujours Y est égal à moins PX sur PY fois X plus R sur PY. OK? Et après, il suffit juste de remplacer PX, PY et R. Donc, Y, on a moins PX, c'est 100 sur 200 fois X. Et R, bien sûr, c'est 700 sur PY, c'est-à-dire 200. Et donc, ça nous fait moins 1,5 X plus 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5 tout simplement. Y. Donc, interprétation, la pente ici est égale à combien? Moins 1,5. Voilà la pente. La pente, elle est négative, ce qui implique que la droite budgétaire, bien sûr, elle est décroissante. Et ça, c'est quoi? On a dit c'est Y max toujours. Voilà. Le terme qu'on rajoute ici. C'est toujours Y max. Très bien. Alors, deuxième question. On a terminé avec la première. Vous pourriez faire la représentation graphique si vous voulez. Calculez combien de pantalons. Attendez, je vais vous montrer la question quand même. Donc, voilà. Calculez combien de pantalons faut-il abandonner si le consommateur voudrait acheter 2 chemises supplémentaires sans dépasser son budget. Okay? Et combien pourrait-il obtenir de chemises supplémentaires si jamais il cède 6 pantalons? Le budget, bien sûr, reste inchangé. Donc là, toujours, lorsque vous avez ce mot-clé budget inchangé, sans dépasser le budget, etc., ça veut dire que vous devez travailler avec la pente. La pente, pas de la courbe d'indifférence, parce que la courbe d'indifférence, il faut que l'utilité reste inchangée. Ici, c'est la pente de la droite budgétaire. Et une fois que vous avez la pente de la droite budgétaire, vous pourrez chercher de combien il faut varier, soit Y, soit X, sachant que l'autre, la variation de la quantité de l'autre bien, elle est connue à l'avance. C'est ce qu'on vous donne dans ce type de question. Okay? Mais le mot sur lequel il faut faire attention, c'est budget inchangé, sans dépasser le budget. Donc, je vais travailler. Tout ça, c'est un exercice pour la pente de la droite budgétaire. Ok, je le note ici. Pente, droite budgétaire. Une fois j'ai précisé ça, bah, le reste sera plus simple. Donc, premièrement, je vais chercher à quoi est égal la pente de la droite budgétaire. C'est déjà calculé, c'est égal à moins 1,5. Ok. Alors, la pente de la droite budgétaire, c'est quoi? C'est T au delta Y sur delta X. Est égal à combien? Je remplace, c'est égal à moins 1,5. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on me demande? Calculer combien de pantalons, donc là je vais traduire un petit peu les mots-clés. Combien de pantalons faut-il abandonner? Donc j'écris combien de pantalons faut-il abandonner
donc abandonner, si vous voulez céder, etc. Ça veut dire qu'il y a toujours, c'est-à-dire j'abandonne, c'est-à-dire que je fais baisser la quantité, hein, donc du bien. Donc abandonner, ça veut dire toujours baisser. Quel bien je vais baisser? Donc, je vais baisser la quantité, c'est le pantalon. Le pantalon, c'est quoi? C'est Y. Donc, je cherche de combien je dois baisser Y. Combien, c'est ça la traduction de cette phrase. Combien faut-il, ou combien de pantalons faut-il abandonner? Combien de pantalons, d'accord, je dois baisser? Combien je dois baisser Y? Et donc, baisser Y, c'est une variation de Y, n'est-ce pas? Donc, j'écris delta Y. Je remplace ça par delta Y qui va être négatif parce que c'est une baisse. Donc, à quoi est égal delta Y? Dans quel objectif? L'objectif, c'est si le consommateur voudrait acheter quoi? 2 chemises supplémentaires. Pour que le consommateur achète 2 chemises supplémentaires. Alors, 2 chemises supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. Donc, supplémentaire, ça veut dire que j'ai 2 chemises en plus. Donc, la quantité de chemises va augmenter. Et le chemise, c'est le bien X. Donc, je mets X va augmenter. De combien va augmenter X? Eh bien, de 2. Donc, ça veut dire que delta X est égal à quoi? Augmentation plus le nombre, c'est 2. Donc, si je traduis, ça veut dire que delta X, cette phrase, ça veut dire que delta X est égal à plus 2. Donc, j'ai delta X est égal à plus 2. Il me manque la valeur de delta Y. La formule qui relie les deux, c'est la pente. Elle est connue. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Qu'est-ce qui me manque? Delta Y. Donc, je peux en déduire à quoi est égal delta Y. Delta Y sera égal à moins 1,5 fois delta X. Donc, on a delta Y sur delta X est égal à moins 1,5, ce qui implique que delta Y est égal à moins 1,5 fois delta X. Donc, je remplace. Ça fait moins 1,5. Delta X, on a dit hein, à l'instant, est égal à plus 2. Donc, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Autrement dit, donc si le consommateur il voudrait hein, avoir 2 chemises supplémentaires, il doit quoi? Il doit abandonner un pantalon. Donc pour avoir 2 chemises supplémentaires, il faut abandonner, d'accord? Abandonner un pantalon. Voilà, on a moins 1 ici. Pour que le budget, bien sûr, soit respecté. C'est ça l'objectif, toujours. Le budget constant, ne change pas. Ne pas dépasser le budget. Très bien. Alors, dans la deuxième partie de la question, toujours la même question. Combien pourrait-il obtenir de chemises supplémentaires? Donc, combien de chemises supplémentaires? Combien? Toujours, je fais ce travail. Sur la copie d'examen, c'est obligatoire. Supplémentaire. Donc, combien de chemises supplémentaires? Ça veut dire combien je peux obtenir de chemises en plus. Donc, combien je dois augmenter le nombre de chemises. Et le nombre de chemises, c'est X. Donc, autrement dit, je cherche delta X. D'accord? Alors, dans quel objectif? Eh bien, si il cède 6 pantalons. Céder 6 pantalons. Notre consommateur, il a cédé, il a abandonné 6 pantalons. Hein. Donc, cède, c'est abandonner. Hein. C'est renoncer aussi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire baisser Y de 6, n'est-ce pas? 6 unités. Donc, delta Y est égal à moins 6. OK? Donc, je connais delta Y, j'ai la pente, je peux en déduire delta X. Alors, je reviens à ma formule, est égal à moins 1,5, ce qui implique que delta X est égal à delta Y divisé par moins 1,5. OK? Je remplace, delta X, c'est delta Y moins 6 sur moins 1,5. Et donc ça fait plus 12, bien sûr. Parce que là, on fait monter 2 ici. Et on multiplie par 6, ça fait plus 12. Autrement dit, si je voudrais respecter le budget, si j'abandonne 6 pantalons, il faut que je les remplace par 12 chemises supplémentaires. OK? Très bien. Alors, question suivante. La troisième, donner le prix ou les prix relatifs du bien X et du bien Y. Ok? Les prix relatifs. Alors, pour rappel, les prix relatifs, c'est le prix d'un bien en fonction d'un autre bien. Ok? Donc, le prix relatif, je rappelle, je fais la révision. Prix relatif, d'accord? C'est le prix d'un bien qui s'écrit en fonction
du prix d'un autre bien. Voilà. Donc, c'est le contraire de bien absolu. Le bien absolu, c'est le prix d'un seul bien. Par exemple, le prix d'une bouteille d'eau, c'est 4 dirhams. Donc, son prix absolu est égal à 4. Mais si, par exemple, on vous dit qu'une bouteille d'eau coûte 4 dirhams et ou un stylo coûte 2 dirhams, donc le prix relatif de la bouteille d'eau, en fonction du stylo, par exemple, donc je sais que le prix de la bouteille d'eau, c'est 4 dirhams. Celui du stylo, c'est 2 dirhams. Donc, ça veut dire que le prix d'une bouteille d'eau, c'est 2 fois le prix d'un stylo. Donc, ça veut dire que le prix de la bouteille d'eau est égal à 2 fois le prix d'un stylo. Et donc, c'est ça le prix relatif. Le prix relatif, ça devient égal à 2. Vous voyez, c'est le double. Alors, le prix relatif, c'est le prix d'un bien en fonction du prix d'un autre bien. Donc, le prix relatif de X, ok, c'est Px en fonction de Py. Ça peut être égal à 2, 1 tiers, 1 demi, 5, 6, 10, etc. D'accord? Et le prix relatif de Y, pareil, on l'écrit Py en fonction de l'autre bien. Dans ce cas-là, c'est Px, bien sûr. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Px en fonction de Py et Py en fonction de Px. Alors, comment je peux l'obtenir? Toujours pour avoir les prix relatifs, parce que c'est positif. Donc, on va utiliser la valeur absolue de la pente. Donc, pourquoi on fait la valeur absolue? Parce que la pente est négative et donc je ne peux pas avoir un prix négatif. Pour éviter ce problème-là, eh bien, on va travailler avec la valeur absolue. Donc, les prix relatifs, toujours, si on vous pose cette question, prix relatif, vous travaillez avec la valeur absolue de la pente. Okay? Alors, la valeur absolue de la pente, c'est quoi? C'est moins Px sur Py, bien sûr. C'est Px sur Py. Voilà. Donc, dans notre exemple, dans notre cas, alors la valeur absolue donc de la pente, la pente, c'est la valeur absolue de moins 1,5. Donc, ça nous donne 1,5, quantité qui est positive. Et donc, je remplace, donc je tiens Px sur Py est égal à 1,5. Et comme ça, je peux en déduire Px en fonction de Py ou Py en fonction de x. Donc, cela implique quoi? Px sera égal à 1,5 fois Py. Voilà le prix relatif de x. Vous voyez, j'ai écrit Px en fonction de Py. Ça veut dire quoi, ça, économiquement? Quelle est la signification? Eh bien, une unité de x, d'accord, est égale, ou la valeur d'une unité de x est égale à la moitié de la valeur d'une unité de y. Ok? Donc, si par exemple Py est égal à 4, Px sera égal à 2 dirhams. D'accord? Donc, si j'ai une unité de x, eh bien, ça vaut quoi? La moitié d'une unité de y. Donc, je mets ici, une unité de x vaut, d'accord, la moitié, d'accord, d'une unité de y. Ok? Ou si vous voulez, la valeur d'une unité de x est égale à 1,5, la valeur, la moitié, c'est ça, unité de y. Ok. Très bien. Voilà pour le prix relatif de x. Alors, le prix relatif de y, ben, c'est l'inverse. On a Px sur Py qui est égal à 1,5, ce qui implique que Py sera égal à Px sur 1,5, n'est-ce pas? Ce qui implique que Py est égal à 2Px. Autrement dit, donc, c'est une unité de, la valeur d'une unité de y est égale à 2 fois la valeur d'une unité de x. Okay. Et donc, le prix relatif de y est égal à 2, n'est-ce pas? Le prix relatif de x est égal à 1,5. Voilà. Très bien. Alors, dernière question, toujours dans cet exercice. Alors, si jamais le consommateur se déplace sur la même droite budgétaire, c'est très important, entre les combinaisons A10, YA et B6, 11, calculez la valeur manquante. La valeur manquante, c'est YA ici. Alors ici, je vais travailler avec quoi? Ben, je vais travailler, bien sûr, avec la formule qui met en relation les valeurs de YA, YB, etc. Alors, c'est quoi cette valeur? Bien sûr, c'est la pente de la droite budgétaire, encore une fois. C'est pas la valeur absolue, mais la valeur de la pente directe. Pourquoi? Parce que la pente, c'est quoi? C'est delta Y sur delta X, parce que ici, quand je cherche YA, ça c'est XA, ça c'est XB, YB,
C'est quoi la formule où j'utilise XA, XB, XYA, YB? C'est toujours delta, hein, parce que je fais la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Et donc, quelle est la formule qui contient delta Y, delta X? Pour la droite budgétaire, c'est la pente, bien évidemment. Et donc, je vais utiliser la pente pour répondre à ce type de questions. Donc, rappelez-vous-en, hein, donc, lorsque vous avez ça le jour de l'examen. Alors, donc, quatrième question. Alors, on se déplace du point A, c'est-à-dire 10 YA, vers le point B, la combinaison B, 6, 11. Sur la même droite budgétaire. C'est très important parce que certains ils vont travailler avec le TMS. Ici, il n'y a pas de TMS parce qu'on est dans la logique de la droite budgétaire. D'accord? Donc, si vous avez le mot budget, ça veut dire qu'il faut travailler avec la pente droite de la droite budgétaire. Donc, on va travailler avec la pente de la droite budgétaire. Alors, la pente, donc, c'est delta Y sur delta X, qui est égal à moins 1,5. À quoi est égal delta Y sur delta X? Eh bien, c'est final moins initial. Comme je me déplace de A vers B, donc A, c'est initial, et B, c'est final. D'accord? Très bien, donc ça fait YB. C'est très important de préciser ce genre de choses parce que sinon, si tu inverses l'ordre, ben, le résultat sera faux, forcément. Donc YB moins YA sur XB moins XA sera égal à moins 1,5, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je cherche moi? Ce qui m'intéresse, la valeur manquante, c'est bien sûr YA. Donc à quoi est égal YB moins YA est égal à moins 1,5 XB moins XA. Je ne remplace pas par les chiffres, je laisse ça à la fin. Hein. Donc, ce qui m'intéressait, YA. YA est égal à quoi? Ben, c'est YB moins avec moins, donc ça fait plus 1,5 XB moins XA. Et là, je peux remplacer au final. Donc, YB, on a dit, hein, donc c'est 11 plus 1,5 et XB moins XA, c'est 6, d'accord? Moins 10. D'accord? 6 moins 10, ça fait 11 plus 1,5. 6 moins 10, ça fait moins 4. Et donc, ça nous fait 1,5 fois moins 4, ça fait moins 2. Plus 11, ça fait 9. Ou 11 moins 2, si vous voulez, ça fait 9. Donc, la valeur manquante, bien sûr, c'est YA est égal à 9. Et on termine, bien sûr, sur cet exercice.